Claire Morel, 38 ans, avançait à pas réguliers sur les trottoirs mouillés du centre de Lyon. La ville, encore éveillée pour quelques heures, offrait à ses rues un mélange de néons fatigués, de vitrines désertes et d'un silence que seuls les véritables nocturnes connaissaient. Claire, elle, appartenait à cette race discrète et invisible de ceux qui rendent le monde propre pendant que les autres dorment. Mère célibataire, elle avait élevé seule son fils, Lucas, un garçon de 9 ans au regard vif et aux questions infinies. Chaque soir, après l'avoir aidé à faire ses devoirs, lui avoir préparé un dîner simple et l'avoir bordé dans son petit lit, elle enfilait son manteau usé, glissait ses gants dans sa poche et partait affronter la nuit. Il était un peu plus de 9 heures quand elle franchit la porte du grand immeuble de verre et d'acier qui s'élevait au cœur du quartier d'affaires. L'immeuble, moderne et froid, abritait plusieurs entreprises prestigieuses. Claire connaissait chaque étage, chaque bureau, chaque trace à faire disparaître. Elle y travaillait depuis presque 5 ans, toujours de nuit, toujours seule. Son badge magnétique déclencha un léger bip à son passage et elle entra sans croiser âme qui vive. L'ascenseur la mena directement au 10e étage, d'où elle entamerait sa routine descendante. Son travail, elle le faisait avec un soin minutieux. Non pas par passion, mais par dignité. Elle refusait que l'on puisse dire qu'elle avait mal fait, que son service était médiocre. C'était sa façon à elle de se battre contre l'indifférence. Dans les couloirs silencieux, chaque geste avait son rythme. La serpillière glissait, la poussière disparaissait, et le bruit de ses pas se mêlait au ronron discret des machines de ventilation. Ce soir-là, comme tous les autres, elle s'arrêtait parfois devant une baie vitrée pour regarder les lumières de la ville. Elle pensait à Lucas, à ses rêves, à ses dessins punaisés sur le frigo. Elle pensait aussi à ses 2 emplois. Le matin, elle faisait quelques heures dans une école primaire comme aide de cantine. Le temps pour elle n'était plus qu'une question d'organisation. Dormir, elle le faisait par tranches, entre 2 obligations, souvent en même temps que son fils le soir pendant 1 ou 2 heures avant de repartir. Elle n'en parlait à personne. À quoi bon? Elle savait que son histoire n'était pas unique. D'autres femmes, d'autres hommes vivaient la même chose. Elle en croisait parfois dans les transports, à l'aube. Ils se reconnaissaient sans se parler. Ce soir-là, Claire entama sa tournée avec l'habituelle lassitude, mais sans se plaindre. Les toilettes du 11e étage, les bureaux du 12e, les vitres du 13e. Chaque tâche suivait une logique bien rodée. Sur son chariot, tout était à sa place. Les produits, les chiffons, les gants de rechange. Elle connaissait par cœur les habitudes des occupants. Ceux qui laissaient des miettes sur le clavier, ceux qui oubliaient de vider leur tasse à café, ceux qui empilaient les papiers en désordre. Mais ce qu'elle aimait le plus, dans ces heures de silence, c'était l'absence de jugement. Personne pour la regarder, personne pour la presser. Elle pouvait être elle-même, même si cela voulait dire n'être qu'un souffle discret dans un monde qui ne la voyait pas. Elle chantonnait parfois très doucement, des berceuses qu'elle avait inventées pour Lucas, ou bien des chansons d'enfance qui lui revenaient sans prévenir. Quand elle atteignit le 14e étage, elle sentit la fatigue plus présente que d'habitude. Ses jambes semblaient plus lourdes, ses mains un peu engourdies. Elle regarda l'horloge murale. Il était 1 heure du matin. Encore 2 heures de travail. Elle inspira profondément et continua. Le sol était jonché de papier froissé, comme si une réunion improvisée s'y était tenue avant la fermeture. Elle les ramassa un à un, méthodiquement, sans jamais se plaindre. Le silence ici n'était pas pesant. Il était presque bienveillant. Le 14e étage abritait les bureaux de la direction. C'était là que les décisions importantes étaient prises, loin des préoccupations de ceux qui nettoyaient les sols. Claire n'avait jamais croisé le directeur, un certain Antoine Lefebvre réputé exigeant et distant. Tout ce qu'elle savait de lui venait des murmures entendus dans l'ascenseur ou des rares échanges entre collègues. Il travaillait tard, disait-on, mais jamais la nuit. Il ne s'intéressait à personne en dehors de son cercle professionnel. Pour Claire, cela n'avait pas d'importance. Elle n'attendait rien de ces gens-là. Elle faisait son travail, avec rigueur, avec discrétion, et c'était tout ce qu'on lui demandait. Cette nuit, cependant, quelque chose était différent. Une lassitude plus profonde s'installait en elle. Peut-être était-ce le froid humide qui s'infiltrait dans ses chaussures, ou la douleur sourde dans le bas de son dos, ou peut-être simplement le poids de toutes ces années à tenir debout malgré tout. Elle s'assit un instant sur la chaise au bout de la salle de réunion. Juste 5 minutes, juste le temps de reposer ses jambes.
Dehors, la pluie avait recommencé à tomber. Les gouttes frappaient doucement les vitres, comme un chuchotement continu. Claire posa sa tête contre le dossier, ferma les yeux une seconde. Elle pensa à Lucas, à son sourire lorsqu'il dort, à la chaleur de ses bras quand il s'accroche à elle le matin. Elle se dit qu'il fallait se relever bientôt, mais ses paupières étaient lourdes, très lourdes. Et le silence des premières heures, cette nuit-là, l'enveloppa tout entière. Elle ne se rendit pas compte qu'elle s'était endormie. La pluie continuait de tomber avec une régularité presque apaisante, dessinant des sillons tremblants sur les grandes vitres du 14e étage. Le bâtiment, haut perché au-dessus de Lyon endormi, semblait coupé du monde. À l'intérieur, le silence était presque sacré. Claire, affaissée dans la grande chaise de la salle de réunion, ne bougeait pas. Sa tête reposait légèrement inclinée sur le côté, ses bras relâchés le long du corps, et sa respiration s'était faite régulière, profonde. Elle dormait, vaincue non par la volonté, mais par un épuisement qui s'était insinué lentement, nuit après nuit, semaine après semaine, jusqu'à ce que son corps décide qu'il ne pouvait plus attendre. Elle n'avait pas prévu de céder ainsi. Jamais elle ne s'autorisait le moindre relâchement. Chaque minute comptait, chaque étage représentait du temps à rattraper ailleurs. Mais cette nuit-là, son dos avait crié plus fort que sa discipline, ses paupières avaient trahi sa rigueur. Elle s'était assise pour souffler un instant, et cet instant s'était dilaté en un sommeil lourd, profond, dont elle ne sortirait pas avant que quelque chose ou quelqu'un ne vienne rompre cet équilibre précaire. Sur la table de réunion, à quelques centimètres d'elle, son carnet était resté ouvert, abandonné là dans un moment d'oubli rare. Elle avait pris l'habitude d'y griffonner des pensées à Lucas pendant ses pauses. Courtes phrases, souvenirs, encouragements, espoir qu'elle n'avait jamais le temps d'exprimer à voix haute. Ce soir-là, entre deux rangées de chaises et une poubelle débordante de gobelets, elle avait laissé son monde intérieur exposé sans s'en rendre compte. Les néons du plafond, réglés sur une minuterie automatique, s'éteignirent peu à peu, ne laissant qu'une lumière tamisée provenant de la ville au loin. La scène était étrangement calme, une femme endormie au cœur d'un espace impersonnel, entourée de bureaux froids et de documents empilés. Tout, ici, semblait figé dans un entre-deux temporel. Pourtant, le temps passait, inexorable. Et Claire, malgré elle, l'oubliait. Une heure passa, puis une autre. Dans l'enceinte du bâtiment, rien ne bougeait. Aucun bruit de pas, aucun ascenseur en marche. Il était près de 4 heures du matin quand un léger signal sonore retentit au rez-de-chaussée, déclenché par l'ouverture discrète de la porte principale. Mais Claire n'en savait rien. Elle était loin, très loin, emportée dans un sommeil sans rêve, où ne subsistaient que les échos flous de sa fatigue. En d'autres temps, elle aurait sursauté à la moindre perturbation. Elle avait développé au fil des années un 6e sens, celui de celles qui vivent toujours à la limite de l'épuisement et de l'alerte. Mais cette nuit-là, c'était différent. Il n'y avait plus d'énergie à mobiliser, plus de vigilance à conserver, juste un abandon total, que ni la peur d'être vue ni l'habitude du devoir n'avaient en su empêcher. Quelques étages plus bas, dans le hall désert, un badge fut présenté au lecteur électronique. La lumière verte s'alluma sans un bruit, et la porte coulissante s'ouvrit avec sa lenteur habituelle. Les caméras de sécurité enregistrèrent l'entrée d'un homme seul, silhouette droite, pas rapide, costume sombre. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. Il semblait pressé, concentré, comme absorbé par une idée fixe. Ce n'était pas un inconnu pour les lieux. Antoine Lefebvre, le jeune directeur général de la société, venait rarement si tôt, encore moins en pleine nuit. Mais ce matin, une annulation de dernière minute avait modifié son emploi du temps. Il avait l'intention de profiter du calme avant l'arrivée de l'équipe pour finaliser un dossier important. Il ne s'attendait à croiser personne. Il aimait ces instants où le bâtiment lui appartenait presque, où il pouvait traverser les couloirs sans avoir à sourire ni saluer. Il monta directement au dernier étage. L'ascenseur s'ouvrit sur l'étage de la direction et il avança d'un pas mécanique vers son bureau. Mais avant d'y entrer, une chose attira son attention. Une lumière faible perçait sous la porte de la salle de réunion. Il fronça les sourcils. Il était rare que les femmes de ménage y restent aussi tard, et encore plus qu'elles laissent la lumière allumée. Poussé par un mélange d'habitude et de méfiance, il s'approcha. Il ne fit pas de bruit. Son badge personnel lui permit d'ouvrir la porte sans alerte. Ce qu'il découvrit alors le figea dans l'embrasure.
Dans la pénombre douce, il aperçut Claire assise, endormie, presque recroquevillée sur elle-même. Il mit un instant à comprendre ce qu'il voyait. Ses premières pensées furent confuses. Était-ce une intruse, une sans-abri, une employée malade? Il fit un pas en avant et c'est alors qu'il remarqua la blouse, le chariot à roulettes contre le mur, la brosse tombée au sol. Elle travaillait ici. Elle n'avait pas quitté les lieux. Elle s'était simplement arrêtée. Il resta immobile quelques secondes, indécis. L'homme habitué à trancher sans trembler se trouvait face à une scène qu'il ne savait comment interpréter. Devait-il la réveiller? Devait-il repartir discrètement, faire comme s'il n'avait rien vu? Mais quelque chose le retint. Peut-être le calme qui émanait de cette femme dans son sommeil. Peut-être la fatigue qu'il lisait sur chaque trait de son visage. Ce n'était pas un relâchement. C'était un effondrement. Il s'approcha encore, sans bruit. Son regard tomba sur le carnet ouvert sur la table. Il lut, sans vraiment lire, quelques mots griffonnés à la hâte. Il vit un prénom écrit en grosses lettres maladroites. Lucas. Puis une phrase. « Aujourd'hui, j'ai eu envie de pleurer, mais je ne l'ai pas fait parce que je veux que tu sois fier de moi. » Son regard s'attarda sur la page. Il sentit une gêne monter en lui. Il se redressa, repoussa doucement le carnet du bout des doigts, comme s'il avait touché à quelque chose de trop intime. Pourtant, il ne bougea pas. Il regarda Claire dormir encore un instant, avec une forme de respect silencieux qu'il ne s'était jamais surpris à ressentir pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Le temps semblait suspendu. Au dehors, la pluie s'était arrêtée. La ville, peu à peu, s'éveillait. Et là, au 14e étage d'un immeuble impersonnel, une scène simple, presque banale, prenait soudain la forme d'un point de bascule invisible. Antoine ne le savait pas encore, mais rien après cette nuit ne serait plus tout à fait pareil. Les couloirs vides du bâtiment résonnaient faiblement sous les pas feutrés d'Antoine Lefebvre. Après avoir quitté la salle de réunion sans réveiller Claire, il s'était dirigé vers son bureau d'un pas plus lent qu'à l'habitude. Il tenait son porte-documents sous le bras, mais n'avait toujours pas ouvert son ordinateur. Quelque chose en lui demeurait suspendu, un résidu de trouble qu'il n'arrivait pas à formuler. Ce n'était pas seulement l'image de cette femme endormie qui le hantait, mais ce qu'elle représentait dans ce décor qu'il croyait connaître par cœur. Le silence autour de lui n'était pas inhabituel. Il aimait travailler seul, loin des bavardages et des sollicitations, mais cette fois, il y avait une présence dans ce silence, une autre réalité qui avait franchi les murs de son quotidien. Il essaya de se concentrer sur les dossiers étalés devant lui, mais les chiffres, les pourcentages et les tableaux croisés dynamiques lui semblaient subitement creux. Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre et observa les premiers signes du jour qui pointaient à l'horizon. Les lumières de la ville s'éteignaient une à une. Un tram passait au loin, presque vide. Il pensa à Claire, à son visage fermé par la fatigue, à ce carnet laissé à découvert, à ce prénom Lucas qui flottait encore quelque part dans sa mémoire. Il retourna s'asseoir, mais au lieu de reprendre son travail, il ouvrit un document vierge. Son esprit tentait de revenir au concret, de se raccrocher à l'utile. Mais l'image de cette femme dans un sommeil sans défense refusait de disparaître. Antoine avait toujours évité les émotions dans ses décisions professionnelles. L'efficacité était sa seule boussole. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose déviait. Ce n'était ni compassion ni pitié. C'était une forme de prise de conscience brutale, immédiate, d'un monde parallèle qui vivait au sein même de sa structure, mais auquel il n'avait jamais prêté attention. Il se leva à nouveau, incapable de rester en place. Dans la cuisine attenante à son bureau, il se servit un café, puis repartit d'un pas décidé vers la salle de réunion. Il n'avait pas prévu de revenir, mais une impulsion l'y ramenait. En poussant la porte doucement, il constata que Claire n'avait pas bougé. La lumière tamisée rendait son visage encore plus marqué. Il hésita, puis s'approcha. Sur la table, le carnet était toujours là. Il y jeta un second coup d'œil, cette fois plus attentif. Il n'avait pas l'intention de lire davantage, mais ses yeux tombèrent sur une autre page, datée d'il y avait quelques jours. « Lucas, aujourd'hui, je n'ai pas pu venir te chercher à l'école. J'ai demandé à la voisine. Je sais que tu n'aimes pas ça. Maman est fatiguée, mais elle fait de son mieux. Un jour, on aura notre maison, pas grande, juste à nous. » La simplicité de ces mots lui fit l'effet d'un poing dans l'estomac. Lui qui ne s'arrêtait jamais pour penser au visage derrière les contrats de nettoyage, à ceux qui venaient après les heures, qui effaçaient les traces de la journée pour que tout reparte sans heurts le lendemain. Il referma doucement le carnet
et le replaça exactement comme il l'avait trouvé. Il recula de quelques pas, l'observant encore, puis quitta la pièce aussi silencieusement qu'il y était entré. Au même moment, Claire, sans se réveiller totalement, remua légèrement. Sa main chercha à tâtons le manche de sa brosse tombée, mais elle ne l'atteignit pas. Son souffle s'accéléra un peu, comme si son corps, conscient de l'impropriété de sa position, cherchait à l'alerter. Finalement, elle ouvrit les yeux brusquement, comme tirée d'un rêve confus. Il lui fallut quelques secondes pour comprendre où elle était. En voyant le jour filtrer à travers les vitres, une angoisse soudaine l'envahit. Elle se redressa d'un coup, chercha sa montre. 5h20. Son cœur battait fort. Elle avait dormi. Elle avait dormi sur son lieu de travail. Jamais cela ne lui était arrivé. Elle se leva d'un bond, rangea son carnet précipitamment, attrapa la brosse tombée et tenta de remettre de l'ordre dans sa tenue. Son uniforme était froissé, ses cheveux en désordre. Elle se passa une main sur le visage, comme pour effacer les traces de sommeil. Puis elle se hâta vers le couloir, espérant que personne ne l'avait vue. Elle n'avait pas encore fini de nettoyer cet étage. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à quelques mètres, Antoine, assis de nouveau à son bureau, l'avait entendu se lever. Il ne bougea pas. Il ne voulait pas qu'elle sache. Pas encore. Il avait besoin de réfléchir, de comprendre pourquoi ce moment en apparence insignifiant avait eu autant d'impact. Il rouvrit son agenda, chercha les noms des sociétés prestataires, les horaires des agents d'entretien. Il ne savait même pas combien ils étaient. Il se rendit compte qu'il ignorait jusqu'au nom de la femme qu'il venait de voir dormir. C'était cela, peut-être, qui lui paraissait soudain insupportable. Claire, quant à elle, tenta de rattraper le temps perdu. Elle nettoya rapidement les vitres, vida les dernières corbeilles, passa un dernier coup de serpillière. Le bâtiment s'éveillait lentement, et elle devait avoir quitté les lieux avant l'arrivée des premiers employés. Elle termina sa tournée en silence, le regard fuyant, la peur au ventre. Et si quelqu'un l'avait vue, et si cela remontait à la superviseure? Une seule erreur pouvait tout faire basculer. Elle n'avait pas de sécurité, pas de parachute. Son travail, aussi ingrat soit-il, était ce qui permettait à Lucas de manger, de s'habiller, d'aller à l'école. Elle ne pouvait pas se permettre une faiblesse. Et pourtant, cette nuit, elle avait failli. Avant de partir, elle retourna dans la salle de réunion pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié. Elle s'arrêta quelques secondes, le regard fixé sur la chaise vide. Elle se revit, endormie là. Une honte discrète monta en elle. Elle inspira profondément, rabaissa le dossier de la chaise et quitta la pièce sans un bruit. Quand elle sortit du bâtiment, le ciel était devenu plus clair. La pluie avait cessé. Elle rabattit sa capuche sur ses cheveux encore humides et marcha rapidement vers l'arrêt de bus. Bientôt, elle serait de retour à la maison, le temps de préparer le petit déjeuner de Lucas et de le conduire à l'école. Ensuite, elle enchaînerait avec son deuxième emploi, avant de revenir faire à nouveau semblant que tout allait bien. Mais ce matin-là, sous les premiers rayons d'un soleil timide, Claire avait un poids de plus dans la poitrine, la peur d'avoir été vue. Et bien plus lourd encore, le sentiment de n'avoir plus de marge pour l'erreur. Antoine Lefebvre n'avait pas quitté son bureau depuis son retour impromptu au bâtiment, quelques heures plus tôt. Le jour s'était levé sur la ville, et les premiers employés entraient désormais par l'accueil, salués brièvement par l'agent de sécurité du matin. Dans son espace vitré dominant les autres étages, le directeur restait assis, immobile, les doigts croisés devant lui, observant sans vraiment voir les fichiers ouverts sur son écran. L'image de Claire, recroquevillée dans cette chaise de la salle de réunion, l'avait suivi comme une ombre collée à ses pensées. Il n'avait rien dit à personne, pas encore. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi cela le perturbait à ce point. Il avait pris l'habitude de compartimenter. Chaque sujet, chaque problème, chaque interaction était traité dans un cadre précis, selon un protocole établi. La propreté du bâtiment était assurée par un contrat avec une entreprise extérieure. Ce n'était pas son domaine. Il n'avait jamais eu de contact avec les agents de nettoyage. Leur présence était supposée rester silencieuse, presque invisible, comme les câbles sous les planchers ou l'eau dans les tuyaux. Mais cette nuit avait percé cette bulle de confort glacé. Il avait vu de ses propres yeux une vie s'arrêter pour quelques heures, épuisée jusqu'au cœur dans un lieu censé ne jamais accueillir autre chose que de l'activité. Il rouvrit son ordinateur et consulta le fichier des prestataires. Une liste s'afficha, sèche.
sans âme, des codes, des heures, des rotations, mais aucun nom. Il décrocha le téléphone et appela la responsable administrative chargée des contrats de service. Il lui demanda d'un ton neutre le nom de l'agent d'entretien affecté aux étages supérieurs pendant la nuit. Elle hésita, surprise par la demande peu habituelle, mais finit par lui transmettre un nom, Claire Morel. Ce nom ne lui disait rien, il le répéta à voix basse. Claire Morel. Il l'écrivit sur un coin de son carnet comme pour s'assurer qu'elle ne disparaisse pas à nouveau dans l'anonymat. Pendant ce temps, Claire rentrait chez elle à petits pas, après une nuit passée à tenter de reprendre le dessus. Lucas dormait encore quand elle poussa doucement la porte de leur appartement, situé au 3e étage d'un immeuble gris du quartier de la Guillotière. Elle retira ses chaussures mouillées, accrocha sa veste trempée et resta quelques secondes appuyée contre la porte, les yeux fermés. Elle n'avait pas de mots pour ce qu'elle ressentait. Ni fatigue, ni panique, ni soulagement. Un simple mélange d'impuissance résignée et de lassitude sans fond. Lucas se réveilla en entendant le cliquetis des clés. Il sortit de sa chambre, en pyjama, les cheveux ébouriffés, un sourire encore à moitié endormi sur le visage. Claire s'agenouilla pour le serrer dans ses bras, dissimulant l'humidité de ses yeux contre son épaule. Il ne posa pas de questions. Il se contenta de la serrer fort, comme il le faisait chaque matin. Ce geste-là suffisait à Claire pour tenir debout, encore un jour, encore une semaine. Après l'avoir déposée à l'école, elle se rendit directement à son 2e emploi. Aide de cantine dans une école primaire, elle passait les matinées à préparer les tables, distribuer les repas, surveiller les enfants. Ce travail lui permettait de compléter son revenu, mais ne lui laissait aucun répit. Chaque minute était comptée. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne le pouvait pas. Elle savait que la moindre défaillance pouvait tout faire basculer. La veille, elle s'était endormie sur son poste de nuit. Et même si personne ne l'avait vue, ou du moins c'est ce qu'elle croyait, elle savait que cela pouvait être interprété comme une faute grave. Antoine, de son côté, avait poursuivi sa matinée dans une tension inhabituelle. Il ne parvenait pas à se détacher de cette scène. Pour la première fois depuis qu'il avait pris la direction de l'entreprise, il réalisa qu'il ignorait presque tout du personnel qui travaillait dans l'ombre, à des heures où lui-même était rarement là. Il pensa aux décisions qu'il avait prises par automatisme, aux coupes budgétaires approuvées sans discussion, aux externalisations imposées pour réduire les coûts. Il se demanda combien de clercs travaillaient ainsi, nuit après nuit, sans qu'on sache leur nom, sans qu'on voie leur fatigue. L'image de son carnet, cette page griffonnée à Lucas, revenait sans cesse. Ce n'était pas une lettre, c'était un fragment de vie, une confession silencieuse d'une mère qui tentait de survivre sans se plaindre. Il se leva, passa une main dans ses cheveux et fit quelques pas dans son bureau. Il n'avait pas prévu que cette journée se déroule ainsi. Il n'avait prévu aucune remise en question. Et pourtant, il savait déjà qu'il ne pourrait plus fonctionner comme avant. Il sortit de son bureau et se dirigea vers le service des ressources humaines. Il demanda un rapport sur les agents d'entretien. Horaires, conditions, durée des contrats. Il voulait comprendre, voir les chiffres, les plannings. L'assistante leva un sourcil, surprise mais obéit. 1 heure plus tard, un dossier lui fut remis. Il le parcourut sans dire un mot. Le document confirma ce qu'il soupçonnait. Les agents travaillaient souvent seuls, pendant plus de 6 heures consécutives, avec un matériel parfois vétuste et sans aucun espace de repos. Leur rythme était conçu pour l'efficacité, pas pour l'humain. Pendant l'après-midi, Claire, encore agitée par sa nuit écourtée, reçut un message de sa superviseure. Elle voulait lui parler le lendemain matin avant le début du service. Le ton était sec, professionnel, sans détail. Claire sentit son cœur se serrer. Elle pensa immédiatement au pire. Quelqu'un avait parlé, quelqu'un l'avait vu. Peut-être une caméra, un agent de sécurité. Elle tenta de se rassurer, de se dire que cela n'avait rien d'inhabituel. Mais elle savait lire entre les lignes. Elle savait quand une convocation n'était pas anodine. Elle rentra chez elle le soir, épuisée, mais fit de son mieux pour cacher son angoisse à Lucas. Ils mangèrent ensemble des restes de pâtes au beurre, regardèrent un dessin animé en silence, et Claire l'accompagna jusqu'au lit. Une fois seule dans le salon, elle prit son carnet et écrivit quelques lignes, sans trop réfléchir. « Lucas, si un jour maman tombe, je veux que tu saches que ce n'est pas parce qu'elle a abandonné. C'est juste qu'elle n'avait plus de force. Mais elle s'est toujours relevée. Toujours. Pour toi. » Elle referma le carnet, éteignit la lumière
et s'assit dans le noir. Elle savait que demain, quelque chose allait se jouer. Ce qu'elle ignorait, c'était que, quelques étages au-dessus, dans une tour de verre et d'acier, un homme qu'elle croyait inaccessible et qu'elle n'avait même jamais regardé dans les yeux, venait de commencer à la voir. Le lendemain matin, Claire se leva avant le réveil. Elle avait à peine dormi. Toute la nuit, son esprit avait tourné sans relâche autour du message de sa superviseure. Elle connaissait ce genre de convocation. Ce n'était pas une formalité. Ce n'était jamais pour dire que tout allait bien. Il y avait toujours une remarque, une critique, un avertissement à venir. Et cette fois, elle sentait que ce serait plus grave. Elle avait peur, non pas pour elle, mais pour Lucas. Chaque décision prise contre elle représentait un pas vers l'instabilité, et elle n'avait plus aucune marge de manœuvre. Elle prépara son fils comme d'habitude, lui sourit, lui parla doucement, lui caressa les cheveux en lui souhaitant une bonne journée. Puis, dès qu'elle referma la porte, le poids de la réalité s'abattit à nouveau sur ses épaules. Elle prit le bus en silence, le regard perdu dans la fenêtre sale, tandis que la ville s'animait lentement autour d'elle. Arrivée devant le bâtiment, elle entra par l'accès réservé au personnel, badgia, puis se rendit au petit bureau de l'équipe d'entretien. La superviseure l'y attendait debout, les bras croisés. La conversation fut brève, directe. Une personne avait signalé la présence d'une femme endormie dans une salle de réunion au 14e étage. Aucune image n'avait été jointe, mais l'information avait été transmise. Claire tenta d'expliquer que c'était accidentel, qu'elle s'était assise 5 minutes et que, sans le vouloir, elle avait fermé les yeux. La superviseure resta impassible. Elle nota la déclaration sur un formulaire de rapport, précisant que ce comportement ne devait pas se reproduire. Claire signa en silence. Elle n'avait pas le choix. À la sortie, elle sentit ses jambes trembler légèrement. Elle savait ce que cela voulait dire. Une nouvelle faute, un nouveau signalement, et ce serait terminé. Pendant qu'elle reprenait sa tournée, un étage plus haut, Antoine Lefebvre fixait toujours ce même mot griffonné dans son carnet de notes, Claire Morel. Il avait demandé à la direction des ressources humaines un dossier plus détaillé. Il voulait comprendre, vérifier s'il s'agissait d'un cas isolé ou si d'autres témoignages existaient sur des conditions similaires. Ce qu'il découvrit fut encore plus perturbant que ce qu'il imaginait. Il lut des comptes rendus signalant l'absence d'espace de repos adapté, des rotations non respectées, des heures supplémentaires non déclarées. Il y avait eu des remarques de certains employés de bureau se plaignant de la présence des agents trop tôt ou trop tard. Aucun responsable ne s'était penché sur la question. L'entreprise sous-traitante livrait un service, les locaux étaient propres, tout le monde s'en satisfaisait, du moins en apparence. Ce matin-là, Antoine avait l'esprit ailleurs, même lorsqu'il participait à une réunion stratégique avec les membres du comité de direction. Il écoutait distraitement les chiffres défiler, les projections trimestrielles, les stratégies d'optimisation budgétaire. Rien ne semblait avoir changé en surface. Mais pour lui, quelque chose avait irrémédiablement bougé. Il ne voyait plus les couloirs de son entreprise comme avant. Il ne voyait plus les femmes et les hommes de l'ombre comme de simples silhouettes floues dans les caméras de surveillance. Il se souvenait avec précision du visage de Claire, de la position de son corps, du calme presque douloureux de son sommeil. En fin de matinée, après avoir tenté en vain de reprendre le fil de son travail habituel, il prit une décision impulsive. Il se rendit à nouveau dans la salle de réunion du 14e étage. L'endroit avait été nettoyé, rangé, comme si rien ne s'y était passé. Mais sur la table, à sa grande surprise, se trouvait le même carnet que la veille. Il n'était pas fermé. Une page était ouverte. Un nouveau message écrit d'une écriture rapide, presque tremblante. Il s'en approcha malgré lui. Il n'aurait pas dû lire, il le savait, mais il le fit. « Lucas, maman a eu peur aujourd'hui. Elle a signé un papier qui dit qu'elle a fait une erreur. Mais elle n'a pas menti. Elle était juste fatiguée, juste un peu. Et même si ça se finit mal, elle veut que tu saches que chaque nuit, chaque pas, chaque coup de chiffon, c'était pour toi. » Antoine referma lentement le carnet. Il se sentit soudain intrus, maladroit, presque honteux. Il le replaça exactement à l'endroit où il l'avait trouvé, puis s'éloigna. Mais il ne quitta pas la pièce. Il resta là, debout, les mains dans les poches, les yeux fixés sur l'extérieur. Il se demanda comment une entreprise comme la sienne, si fière de ses valeurs, de son éthique affichée sur les murs, avait pu créer une situation où une femme devait s'excuser d'avoir dormi 5 minutes sur une chaise après avoir lavé 14 étages.
Il n'y avait pas de mystère, pas de drame romanesque, juste un système qui tolérait que des gens s'épuisent dans l'indifférence. Il se sentit traversé par une colère froide. Pas contre Claire, ni contre l'employé anonyme qui avait transmis l'information, mais contre lui-même, contre le silence qu'il avait accepté trop longtemps. Cette nuit-là, il n'avait pas seulement vu une femme dormir, il avait vu ce qu'il ne voulait pas voir, les conséquences humaines des choix stratégiques qu'il prenait chaque jour. Il retourna dans son bureau et prit une feuille blanche. Il nota des idées, des questions, des actions à entreprendre. Il voulait revoir les contrats. Il voulait parler avec les employés de nuit, les écouter. Il ne savait pas encore comment faire, ni si cela changerait quelque chose. Mais il savait une chose, il ne pouvait plus faire semblant de ne pas savoir. Pendant ce temps, Claire continuait sa tournée. Elle se forçait à sourire à ses collègues, à répondre aux consignes, à se montrer irréprochable. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était fissuré. Ce carnet qu'elle laissait parfois traîner, qu'elle pensait invisible, avait été lu. Elle ne savait pas par qui ni pourquoi, mais elle le sentait. Une intuition tenace comme un frisson sur la nuque. Elle se demandait si elle devait le déchirer, le garder chez elle, ne plus jamais écrire. Pourtant, le soir venu, lorsqu'elle rentra et que Lucas vint se blottir contre elle, elle sut qu'elle continuerait. Écrire était sa manière de rester debout, même si personne ne lisait. Même si, parfois, quelqu'un le faisait sans le vouloir. Le jeudi matin, l'atmosphère dans les bureaux était la même que d'ordinaire. Le bruit des claviers, les discussions étouffées, les sonneries de téléphone. Personne n'aurait pu deviner qu'au sommet du bâtiment, dans le bureau d'angle où tout semblait toujours sous contrôle, Antoine Lefebvre regardait différemment chaque chose, chaque geste, chaque visage. Tout lui paraissait soudain plus net, presque trop réel. Le contraste entre le confort feutré de son environnement et la réalité qu'il avait entrevue la veille le hantait sans relâche. Depuis qu'il avait lu le carnet de Claire, il ne voyait plus les choses de la même façon. Il avait senti quelque chose se déplacer en lui, un glissement silencieux mais irréversible. Ce matin-là, il avait pris la décision de descendre lui-même aux étages inférieurs. C'était inhabituel. Antoine ne quittait presque jamais son bureau avant 10 heures, et toujours pour une raison stratégique. Pourtant, sans prévenir personne, il prit l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et se rendit discrètement vers la zone technique où le personnel d'entretien déposait le matériel avant de quitter les lieux. Il n'avait pas de plan précis. Il voulait simplement voir, observer, comprendre. Mais en traversant les couloirs encore calmes, il croisa des visages qu'il n'avait jamais remarqués. Des femmes et des hommes qui baissaient les yeux quand il pinçait, surpris de voir le directeur dans un endroit où il ne mettait jamais les pieds. Il les salua d'un signe de tête, maladroitement, mais aucun ne répondit. Leur silence lui renvoya sa propre absence des années passées. Un peu plus tard, dans la matinée, il convoqua la responsable de la société prestataire pour un entretien. Elle arriva, droite, professionnelle, un dossier à la main. Antoine l'écouta exposer les chiffres, les statistiques, les audits de propreté. Tout était en ordre selon les procédures. Mais il ne regardait pas les graphiques, il observait les mots employés. Rendement, optimisation, productivité, performance horaire. Il sentit la colère remonter, des mots froids pour parler de corps qui se fatiguent, de vie qui s'use. Il la remercia poliment, puis demanda à recevoir le lendemain un rapport complet sur les horaires de nuit, les salaires et les conditions. Elle acquiesça, sans comprendre ce qui motivait soudain un tel intérêt. Pendant ce temps, Claire essayait de se concentrer sur son travail. La nuit précédente, elle avait travaillé plus vite, plus nerveusement, comme si chaque geste devait effacer la faute de la semaine. Elle avait fait attention à tout, vérifié 2 fois chaque pièce, évitant de s'asseoir, évitant même de s'arrêter. Elle craignait d'être surveillée, testée. Son corps tenait encore, mais son esprit commençait à flancher. Elle n'avait rien dit à personne, pas même à sa collègue du matin, qui lui avait pourtant demandé pourquoi elle semblait plus pâle que d'habitude. Claire avait répondu que tout allait bien. Elle répétait ces mots comme une protection, même lorsqu'ils n'avaient plus aucun sens. Le vendredi, Antoine arriva plus tôt que d'ordinaire. Il n'avait presque pas dormi. Il passa la nuit à relire les notes qu'il avait griffonnées, à repenser aux mots simples écrits dans le carnet de Claire. Ces phrases anodines l'avaient poursuivi dans son propre appartement, silencieux et ordonné, où chaque objet semblait désormais inutilement parfait. Il avait regardé son reflet dans le miroir du salon
et s'était demandé à quand remontait la dernière fois qu'il avait vraiment écouté quelqu'un sans calculer l'intérêt que cela pouvait lui rapporter. Il ne trouva pas de réponse. Ce vide intérieur le dérangeait plus que tout. Alors il décida que ce jour serait différent. Lorsqu'il entra dans le hall du bâtiment, il croisa la superviseure du personnel d'entretien. Il la reconnut grâce à son badge. Elle semblait hésiter à le saluer, mais il s'arrêta et lui adressa directement la parole. Il lui demanda comment se passait le travail de nuit, si les équipes disposaient de tout ce dont elles avaient besoin. Surprise, la femme bafouilla quelques phrases vagues, visiblement peu préparée à cette conversation. Antoine la remercia simplement et continua son chemin, mais cette courte interaction confirma ce qu'il ressentait. Entre lui et ceux qui faisaient tourner l'entreprise dans l'ombre, il y avait un mur invisible, érigé depuis des années, que personne ne questionnait. En fin de matinée, il prit une autre décision plus instinctive encore. Il envoya un message à Claire par l'intermédiaire de la superviseure. Il voulait la voir. Pas pour la réprimander, pas pour lui parler de sa faute, mais parce qu'il sentait qu'il devait lui parler directement. Lorsqu'elle reçut l'information, Claire crut que son cœur s'arrêtait. Une convocation de la direction. Elle pensa immédiatement au pire, le renvoi. Ses mains se mirent à trembler. Elle passa les heures suivantes dans une tension insupportable, incapable de se concentrer, incapable de manger. À 17 heures, elle monta au bureau du 14e étage, les jambes lourdes, la gorge serrée. Elle frappa timidement. Antoine la fit entrer d'un ton calme. Elle resta debout, les yeux baissés, incapable de soutenir son regard. Il la remercia d'abord pour son travail d'une voix posée. Elle ne comprenait pas. Elle s'attendait à une remarque sèche, à un ton officiel. Mais il parlait avec lenteur, presque avec douceur. Il lui expliqua qu'il savait qu'elle travaillait la nuit, qu'il savait aussi qu'elle s'était endormie cette fameuse nuit, et qu'il voulait comprendre ce qui avait conduit à cet épuisement. Claire crut d'abord à un piège. Elle répondit par réflexe qu'elle allait bien, que cela ne se reproduirait pas. Mais il l'interrompit doucement, lui demandant simplement de s'asseoir. Elle hésita, puis obéit. Ce fut un moment suspendu. Antoine la regarda longuement, comme pour saisir la réalité de sa présence. Il lui demanda combien d'heures elle travaillait chaque semaine, combien de temps elle dormait, comment elle s'organisait avec son fils. Elle répondit avec retenue, évitant de se plaindre, mais ses yeux la trahissaient. Antoine écoutait sans interrompre, notant intérieurement chaque détail. Il comprit que derrière chaque geste invisible de propreté, il y avait des sacrifices, des renoncements, des nuits blanches. Lorsqu'elle finit, il resta silencieux quelques secondes, puis lui dit qu'il allait faire en sorte que certaines choses changent. Elle ne sut quoi répondre. Elle se leva, confuse, remercia maladroitement et quitta le bureau avec un mélange d'incrédulité et de peur. Elle n'avait jamais vu un supérieur lui parler ainsi, encore moins un directeur. Antoine resta seul après son départ. Il observa la chaise vide et sut que cette conversation avait marqué un tournant, pas seulement pour elle, mais pour lui. Il n'avait pas prévu de ressentir autant d'émotions. Il découvrit à quel point il s'était éloigné de la réalité humaine de ceux qui travaillaient autour de lui. Ce jour-là, pour la première fois depuis qu'il dirigeait cette entreprise, il comprit que le pouvoir n'avait de sens que s'il servait à réparer ce que la structure oubliait. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce simple entretien allait déclencher une série d'événements qui dépasseraient tout ce qu'il avait imaginé. Le matin suivant, Claire entra dans l'immeuble en respectant sa routine. Badge silencieux, ascenseur jusqu'au 14e étage, passage par les couloirs encore vides. Elle avait beau avoir une rapide conversation la veille avec le directeur, tout semblait de nouveau figé dans un schéma ordinaire. Pourtant, intérieurement, son cœur battait plus fort qu'à l'accoutumée. Elle pénétra dans la petite salle réservée au personnel d'entretien, prit quelques instants pour ajuster son uniforme, arranger sa coiffure, respirer doucement. Puis, elle reçut le message la convoquant. « Monsieur Lefebvre souhaite vous parler. » Le talon de ses chaussures sur le sol lisse résonna différemment cette fois, la peur et la curiosité mêlées. Elle monta jusqu'au bureau, hésita devant la porte, inspira et frappa. Le silence s'installa quand elle entra. Antoine, derrière son bureau, la salua d'un simple geste. Il ne se leva pas. La lumière était dorénavant celle d'un jour normal, claire et nette. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle s'installa sur la chaise attendue, jambes serrées, mains posées sur les cuisses. Il ne semblait pas dur, il ne semblait pas prêt à critiquer. Il observait.
Elle percevait son regard posé, attentif, presque bienveillant. Elle s'attendait à entendre des reproches, des formulaires, des avertissements. À sa grande surprise, il commença par dire « Merci d'être venu ». Elle répondit par un hochement de tête, incapable au début de produire les mots. Il poursuivit « Je voulais discuter avec vous en tant que humanité ». Il avait prononcé ce mot et tout à coup, le cadre professionnel devint personnel. Ce jour-là, il ne s'agissait plus de rapports, de chiffres, de contrats, mais d'une conversation réelle. Elle sentit un pic dans sa poitrine. Pouvait-elle vraiment parler librement dans ce bureau qu'elle avait toujours pensé hors de portée? Il lui demanda ce que signifiait pour elle le travail de nuit. Elle baissa les yeux. Au fil des semaines, elle avait appris à ne rien laisser transparaître, à subir sans plainte, à ne pas exister. Elle repoussa l'envie de parler de son fils, de ses rêves, de ses larmes. Et pourtant, elle sentit que cet homme, ce directeur, l'écoutait. Elle parla d'abord doucement, de façon presque monotone. Le silence m'entoure. Je traverse les étages quand tout est étrange ou endormi. Je vois les néons, je vois les traces de pas, je vois le vide. Et je sais que mon travail est invisible, mais je le fais, pour mon fils, pour qu'il ait une vie meilleure. Sa voix se brisa un instant. Elle se redressa, inspira, essuya du revers de la main une larme qu'elle ne voulait pas nommer. Antoine ne dit rien. Il l'écouta. Il laissa sortir ce que son corps avait trop longtemps retenu. Puis, il parla à son tour. « Je n'avais jamais regardé vos heures. Je n'avais jamais envisagé ce que signifiait venir quand les bureaux sont vides, quand il n'y a personne pour voir. Vous travaillez durant les heures mortes. Et pourtant, vous portez le lieu. Et moi, j'étais dans mon bureau, comptant les bénéfices, ignorant que derrière chaque sol lustré, il y avait une vie. Je tiens à ce que vous sachiez que je veux changer cela. » Il marqua une pause. Claire levait les yeux vers lui, cherchant une réponse. Mais elle ne trouva qu'un mélange de gratitude et d'inquiétude. Elle se demandait « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Il répondit « Parce que j'ai vu et j'ai voulu entendre. Vous avez été vu, entendu. Et j'ose penser que cela peut faire la différence. » Elle posa une main sur son sac, respirant un peu plus fort. Elle songea à l'encre fraîche de son carnet, aux mots qu'elle y avait griffonnés pour Lucas. Elle pensa à ses nuits sans repos, à ses journées de répétition. Elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais parlé ainsi de son travail à personne en position d'autorité. Et l'instant fut lourd. Le silence s'installa une fois de plus, mais d'un autre genre, d'un calme partagé. Antoine se leva et fit quelques pas autour de son bureau. Il revint avec un dossier. Il le posa devant elle. « Ce sont les états de vos horaires, des demandes, des conditions, » dit-il. « Je veux que vous les regardiez et me disiez ce qui doit changer. » Elle ouvrit le dossier, le feuilleta. Il y avait des chiffres, mais aussi des lignes vides à remplir. Elle sentit le pouvoir glisser en elle, celui de donner sa vérité. Elle demanda silencieusement comment faire. Il sourit doucement puis dit « Vous me donnerez ce que vous voulez qu'on change. Je voudrais qu'on commence par cela, ensemble. » Les minutes suivantes vinrent comme dans un rêve. Elle parla de son horaire fragmenté entre deux emplois, de la peur de perdre un travail à chaque erreur, de la difficulté à dormir, de tenter d'être mère tout en étant invisible. Il écouta, il nota, il s'engagea. Elle reconnut en lui un homme qui n'était plus seulement un patron. Il était devenu un interlocuteur. Comblée, surprise, éprouvée. À l'issue de cette conversation, Antoine lui proposa un aménagement de son horaire, un passage de la nuit au jour ou des heures de repos garanties. Mais il ne lui donna pas encore la réponse finale. Il lui dit « Nous allons étudier cela et vous informerez dès que possible. » Claire acquiesça attentive. Elle quitta le bureau comme une autre, avec la sensation d'avoir franchi un seuil. Elle descendit les étages. Les couloirs lui parurent plus clairs, moins hostiles. Quand elle traversa le hall, un gardien la salua. Elle répondit avec un sourire timide. Elle réalisa à cet instant que le monde avait peut-être changé pour elle, plus lentement qu'elle ne l'espérait, mais il avait commencé. Elle monta dans le bus, l'esprit turbulent, puis elle arriva chez elle. Le soir venu, elle écrivit dans son carnet « Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé ce que je fais, vraiment. Et j'ai répondu ?» Elle l'écrivit en silence, tandis que Lucas dormait dans sa chambre. Elle resta un moment immobile, regardant la pièce sombre, les jouets épars, les papiers de l'école sur la table basse. Ce n'était pas la fin. Ce n'était pas un conte de réparation instantanée.
C'était simplement le commencement d'un dialogue. Et au-dessus de tout, la preuve que la reconnaissance était possible. Le lundi suivant, Claire retourna au travail avec une tension difficile à dissimuler. La conversation qu'elle avait eue avec Antoine Lefebvre lui restait en tête, la poursuivait à chaque instant. Elle avait parlé, s'était confiée, avait osé dire à voix haute des choses qu'elle avait l'habitude de taire. Mais les jours qui suivirent n'apportèrent aucun signe de changement concret. Aucun appel, aucune confirmation, aucune promesse tenue. Le silence de l'entreprise revenait l'englober, et avec lui, le doute. Avait-elle mal compris? S'était-elle laissée emporter par un moment rare, une anomalie dans la routine glaciale des rapports hiérarchiques? Elle se le demandait à chaque étage qu'elle nettoyait, à chaque mètre carré parcouru avec la même précision que toujours, mais l'esprit ailleurs. Ce jour-là, peu après avoir commencé son service, Claire reçut un appel de la superviseure. Celle-ci, d'un ton mécanique, lui demanda de passer dans le bureau administratif avant la fin de son tour. Claire sentit immédiatement un frisson parcourir sa nuque. Elle se redressa, chercha dans sa mémoire tout ce qu'elle avait pu mal faire au cours des dernières heures. Avait-elle oublié une salle? Était-ce un retard? Une remarque de quelqu'un? Elle n'avait aucune certitude, mais une chose était sûre, ses convocations n'étaient jamais anodines. Elle continua son travail avec un soin exagéré, tentant de se rassurer, mais incapable d'échapper à l'angoisse croissante. Quand elle descendit enfin au bureau, la superviseure ne leva même pas les yeux de son écran. Elle tendit un papier à Claire, un avertissement écrit, signé, officiel. Le motif? Sommeil sur le lieu de travail, signalé par un cadre de l'entreprise. Claire lut plusieurs fois la phrase sans comprendre immédiatement. Un cadre, signalé. Son souffle se coupa. Était-ce possible que ce soit Antoine? Avait-il parlé? L'avait-il utilisé pour un moment de curiosité, puis notifié comme un problème, comme une faute à corriger? Elle sentit ses mains devenir moites. Elle demanda d'une voix tremblante « Qui a transmis ça ?» La superviseure haussa les épaules. « C'est confidentiel. Moi, je ne fais que transmettre. » Claire signa le papier sans protester. Elle n'avait pas le choix. Un refus aurait signifié un incident. Un incident pouvait devenir un licenciement. Et elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle quitta le bureau lentement, comme vidée. Chaque pas dans le couloir sonnait comme une gifle. L'humiliation, l'injustice, la déception. Elle se sentit trahie, et en même temps, elle s'en voulait d'avoir espéré. Elle repensa à sa conversation avec Antoine, à ses mots, à son regard. Tout cela lui semblait maintenant lointain, presque fictif, comme une scène de théâtre dont on se réveille trop tard. Elle termina sa journée sans dire un mot à personne. De retour chez elle, elle prit le carnet qu'elle réservait à Lucas. Mais cette fois, elle n'écrivit rien. Elle le regarda longuement, les pages pleines de confidences, de petits messages d'amour, d'instants fragiles. Puis, elle le ferma, le glissa dans un tiroir et resta là dans le silence. Lucas vint s'asseoir à côté d'elle, posa sa tête sur son bras. Il lui demanda si elle allait bien. Elle répondit oui, comme toujours. Il insista. Elle sourit pour cacher ses yeux rougis. Elle lui proposa un chocolat chaud, se leva et tenta de reprendre le fil de la soirée. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était cassé. Pendant ce temps, Antoine travaillait tard. Il avait reçu le rapport demandé quelques jours plus tôt. Un document dense détaillant les horaires des agents de nuit, les salaires bruts, les pauses inexistantes, les effectifs réduits. Il lut chaque ligne avec une attention nouvelle. Il comprit que le cas de Claire n'était pas isolé, que ce modèle pensé pour maximiser l'efficacité produisait en réalité de l'usure humaine à grande échelle. Mais ce soir-là, il n'était pas au courant de l'avertissement reçu par Claire. Personne ne l'en avait informé. Et lorsqu'il le découvrit par hasard en consultant un relevé interne, son corps se figea. Il relut le motif. Il reconnut immédiatement la nuit mentionnée. Il comprit que, malgré ses intentions, une partie du système avait agi en son nom sans qu'il le sache. Il descendit immédiatement au service des ressources humaines, malgré l'heure tardive. Il exigea de voir les formulaires, les signalements, les signatures. Il interrogea les procédures, les circuits de validation. Il découvrit que l'information était remontée automatiquement via un employé de sécurité qui avait noté une présence prolongée dans la salle de réunion. La direction avait enregistré l'événement sans en analyser les circonstances. Aucun cadre n'avait validé directement l'avertissement. Ce n'était pas lui. Mais cela n'avait aucune importance. Ce système, c'était le sien.
C'était son entreprise. Et il venait d'échouer à protéger celle qu'il avait voulu écouter. Antoine remonta à son bureau et resta longtemps immobile. Il savait que pour réparer, il ne suffirait pas de retirer un avertissement. Il fallait démanteler une logique entière. Une logique qui punissait l'épuisement au lieu de le comprendre. Il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il programma une réunion exceptionnelle avec les gestionnaires pour le lendemain matin. Pas pour faire une annonce vague, pas pour imposer un changement symbolique, mais pour ouvrir un dossier qu'on avait trop longtemps fermé. Celui des invisibles, des oubliés, de celles et ceux qui, comme Claire, maintenaient les fondations invisibles de l'édifice, sans jamais recevoir plus qu'un silence administratif en retour. À cet instant, alors que Lyon s'endormait et que la lumière de son bureau restait l'unique lueur dans l'étage, Antoine Lefebvre sentit en lui une certitude s'imposer. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ce qui avait commencé par un regard sur une femme endormie allait désormais exiger une prise de position claire. Il ne s'agissait plus de rattraper un malentendu. Il s'agissait de transformer une structure, de rendre visible ce qui ne l'avait jamais été, et surtout de rendre justice à ceux qui avaient trop longtemps vécu sous l'ombre de la fatigue, sans jamais oser lever les yeux. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les étages supérieurs de l'entreprise était tendue. Une réunion exceptionnelle, convoquée par le directeur général lui-même, avait été programmée en urgence. L'ordre du jour n'avait pas été précisé, ce qui avait suffi à nourrir toutes sortes de spéculations. D'ordinaire, Antoine Lefebvre n'organisait jamais de réunions imprévues. Il planifiait tout, jusqu'au moindre détail, avec une rigueur méthodique. L'idée qu'il bouleverse l'agenda général sans explication créa un effet d'alerte. Les cadres s'installèrent les uns après les autres autour de la table de la grande salle de conférence, échangeant des regards inquiets. Antoine entra sans mot dire, un dossier épais sous le bras. Il portait la même tenue que la veille, ce qui trahissait une nuit sans sommeil. Il salua brièvement l'assemblée, s'installa à sa place en bout de table et prit le temps de poser chaque document devant lui. Personne ne parlait. Le silence dans la salle était presque lourd, amplifié par l'absence habituelle de ce genre de scène. Puis il commença à parler. Pas de discours pompeux, pas de chiffres vantés à la hâte. Il parla avec un ton inhabituel, grave et direct. J'ai pris connaissance d'un ensemble de données concernant notre personnel de nettoyage, en particulier ceux qui travaillent la nuit. Je vous demande à tous de m'écouter attentivement, parce que ce que je vais vous exposer concerne l'éthique même de notre fonctionnement. Il déroula les feuilles devant lui, les fit passer autour de la table. Tableau de planning, extrait de contrat, photos des salles techniques, copies d'avertissements disciplinaires. Il cita des noms, des horaires dépassant la légalité, des temps de pause inexistants, des témoignages rédigés à la main par plusieurs agents. Il montra les preuves, sans détour. Il expliqua comment, à travers une sous-traitance bien huilée, ils avaient tous contribué, même indirectement, à entretenir un modèle où l'efficacité primait sur la santé, où le silence des employés devenait un outil de gestion. Certains cadres hochèrent la tête, d'autres fixaient leurs notes sans oser lever les yeux. Personne ne contesta les faits. Ils étaient là, imprimés noir sur blanc, tangibles. Antoine poursuivit, avec un calme qui contrastait avec l'indignation contenue dans ses mots. Nous avons laissé s'installer une mécanique qui écrase, qui épuise et qui punit ceux qui tiennent l'entreprise debout pendant que nous dormons. Une collaboratrice a été sanctionnée pour s'être assoupie 5 minutes dans une salle de réunion après avoir nettoyé 14 étages. 5 minutes. Je l'ai vue. Elle dormait, non pas par négligence, mais parce qu'elle était à bout. Et nous l'avons sanctionnée. C'est inacceptable. Un murmure parcourut la salle. Certains détournèrent les yeux. D'autres comprenaient seulement maintenant l'ampleur de ce qui se jouait. Antoine se leva. Il distribua un second document. Il s'agissait d'un plan de révision immédiat de toutes les conditions de travail du personnel sous-traité. Audit externe, consultation directe des employés, création d'un comité d'écoute et surtout, obligation contractuelle d'améliorer salaire, rythme et conditions. Il proposait aussi la fin progressive de certains contrats de sous-traitance au profit de recrutements internes, mieux encadrés et contrôlés. Si nous ne sommes pas capables de garantir des conditions de travail décentes à ceux qui nous permettent d'exister, alors notre modèle est un échec. Je veux des réponses concrètes, pas dans 1 mois, cette semaine. Les personnes concernées ne peuvent pas attendre plus. La réunion dura 1 heure. Ce fut un choc.
pas parce que les problèmes étaient nouveaux, mais parce qu'ils avaient enfin été mis sur la table, à haute voix, sans artifice. Quand elle prit fin, les cadres quittèrent la salle en silence. Aucun d'eux n'osa remettre en cause la légitimité du projet. Antoine resta seul quelques minutes, fixant le tableau blanc sur lequel il avait inscrit 3 mots en majuscules: dignité, visibilité, justice. Pendant ce temps, Claire terminait sa tournée, ignorante de ce qui venait de se décider à quelques étages au-dessus. Elle avait encore la tête pleine de l'avertissement qu'elle avait signé, de l'impression d'avoir été utilisée puis oubliée. Elle songeait déjà à chercher un autre emploi, malgré le peu de possibilités. Elle savait que l'on ne rebondit pas facilement à presque 40 ans, avec un enfant, sans diplôme supérieur et sans réseau, mais elle n'envisageait pas de continuer à vivre sous cette menace constante. Elle ne voulait plus apprendre à son fils que survivre devait se faire dans l'ombre et le silence. À midi, elle reçut un appel inattendu. C'était la superviseure, mais cette fois avec un ton plus hésitant. Elle lui demanda si elle pouvait se rendre au bureau principal en fin de journée. Pas pour une sanction. Une discussion, avait-elle précisé. Claire accepta, mais resta méfiante. Elle se dit que c'était peut-être une nouvelle procédure, une nouvelle série de remarques voilées. Elle ne s'attendait pas au moindre signe de changement. Elle prit l'appel avec calme, mais éteignit immédiatement le téléphone, comme pour se protéger de toute illusion. Ce qu'elle ignorait, c'est que la décision prise ce matin-là par Antoine Lefebvre allait commencer à remonter étage par étage dans les jours suivants. Des directives nouvelles circuleraient, des contrats seraient révisés, et pour la première fois, des visages comme le sien seraient considérés autrement que comme de simples lignes dans un tableau de rotation. Mais à cet instant précis, Claire se contentait de faire ce qu'elle avait toujours fait: avancer, ranger, essuyer, corriger. Elle le faisait comme si rien ne devait jamais changer, parce que l'habitude de ne rien attendre était plus forte que tout. Et pourtant, quelque part dans ce bâtiment, une porte venait de s'entr'ouvrir, non par pitié, non par charité, mais parce qu'une vérité avait été exposée et qu'un homme au sommet de la hiérarchie avait décidé enfin d'en assumer les conséquences. Le mercredi matin, l'équipe administrative de l'entreprise fut surprise de recevoir une notification de réunion générale à horaire fixe, avec mention obligatoire de présence. Ce n'était pas dans les habitudes d'Antoine Lefebvre. Les réunions qu'il convoquait étaient généralement réservées à des cercles restreints de direction. Cette fois, la convocation s'adressait à tous les responsables d'équipe, aux chefs de service, aux représentants des ressources humaines, aux membres de la gestion logistique et même, de manière inédite, à 2 représentants des sous-traitants. Le libellé de la convocation était clair: réunion de révision opérationnelle, conditions et structures internes. À 8 heures précises, Antoine entra dans la salle. Il n'était ni pressé ni nerveux. Il tenait dans ses mains un dossier rigide, soigneusement préparé, et portait une chemise claire, sans cravate, ce qui n'était pas anodin. Il salua chacun en silence, s'installa, puis commença sans introduction protocolaire. Il n'avait pas besoin de créer du suspense. Ce qui allait être dit n'était pas une stratégie, mais une décision. Il ouvrit le dossier et projeta un tableau sur l'écran derrière lui. On y voyait une synthèse détaillée: temps de travail hebdomadaire des équipes de nettoyage, intervalle de pause théorique, fréquence réelle des rotations de nuit, taux de remplacement en cas d'absence, montant moyen des salaires versés. À chaque donnée affichée, des visages se fermèrent dans la salle. Ce n'était pas une présentation anodine, c'était une dissection du fonctionnement caché de l'entreprise. Antoine cita ensuite le nom de plusieurs agents d'entretien, sans en faire une mise en accusation, mais en soulignant la continuité des efforts, les horaires irréguliers cumulés et les absences de reconnaissance formelle. Puis, il parla de Claire Morel, pas en la désignant comme un cas isolé, mais comme un point de rupture révélateur. Il rappela qu'un avertissement avait été délivré pour un épisode de fatigue sur le lieu de travail. Il expliqua dans quel contexte cela s'était produit. Après plus de 6 heures debout, sans pause réelle, dans un environnement vide, en pleine nuit. Il précisa que ce type de sanction, tel qu'il avait été appliqué, n'était pas une mesure de rigueur, mais une preuve de cécité structurelle. Autour de la table, le malaise était palpable. Les chefs de service échangeaient des regards discrets. Certains tentaient de se positionner. Cela ne relevait pas directement de notre service. C'était une procédure automatisée. L'information ne nous est pas toujours transmise en amont.
Antoine ne répondit à aucune de ces tentatives de justification. Il écoutait, notait, mais ne lâchait rien. Il ouvrit ensuite une série de documents imprimés. Modifications contractuelles, nouvelles clauses de pause obligatoires, budget réalloué pour l'achat de matériel ergonomique, affectation d'un espace de repos pour le personnel de nuit dans chaque étage principal. Il annonça aussi l'ouverture d'un canal de signalement interne, accessible à tout employé, quel que soit son statut ou son contrat. Mais le point central fut sa dernière annonce. L'abandon progressif de la sous-traitance du nettoyage nocturne, remplacé par un programme d'intégration directe des agents au sein de la structure salariale de l'entreprise, avec les mêmes droits que les autres employés. Une initiative pilote serait lancée dès le mois suivant, avec sélection volontaire. Les agents concernés pourraient bénéficier d'un accompagnement, de formation et d'une évolution vers des postes de jour à mesure que les remaniements internes avanceraient. Cette décision, inattendue, bouleversa les équilibres habituels. Les réactions furent d'abord figées. Certains se demandèrent si cela était viable économiquement. Antoine répondit que le coût humain d'une indifférence prolongée était bien plus élevé qu'un ajustement budgétaire immédiat. Il rappela que la pérennité d'une entreprise ne se mesure pas seulement à sa rentabilité, mais à sa capacité à ne pas s'effondrer sur ses propres fondations invisibles. 1 heure après le début de la réunion, les participants quittèrent la salle un à un. Certains soulagés, d'autres interloqués, mais tous conscients qu'une page était en train de se tourner. Ce changement ne serait pas instantané. Il y aurait des résistances, des ajustements complexes. Mais pour la première fois, le sujet n'était pas un tableau oublié au fond d'un rapport, ni une ligne budgétaire sans visage. Il s'agissait de personnes, de celles qu'on ne voyait jamais, mais qui rendaient tout le reste possible. Pendant ce temps, Claire était chez elle. Ce jour-là, elle n'avait pas de service. Elle préparait le repas de Lucas, corrigeait ses devoirs de grammaire, tentait de ne pas penser au travail. Elle évitait de s'attendre à quoi que ce soit. Depuis l'avertissement, elle avait décidé de ne plus nourrir d'espoir. Elle répondait aux journées comme à des obligations mécaniques. Elle faisait son rôle de mère, de travailleuse, de femme invisible. Vers 15 heures, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Elle hésita, décrocha. Une voix calme, professionnelle, l'informa qu'elle était attendue le lendemain matin dans le bureau de la direction. Elle n'avait rien à craindre, lui précisa-t-on. Il s'agissait d'un rendez-vous pour discuter de sa situation. Elle resta muette quelques secondes. La voix répéta les informations avec un ton neutre. Claire accepta. Elle reposa le téléphone et resta immobile, debout au milieu du salon. Elle regarda Lucas, assis sur le sol avec ses crayons. Il leva les yeux, lui sourit. Elle lui sourit en retour, sans savoir encore ce qui l'attendait. Mais pour la première fois, ce sourire ne cachait pas une fatigue ou une résignation. Il contenait une question, timide, fragile. Et si quelque chose avait vraiment commencé à bouger? Le lendemain matin, Claire se leva avec une tension sourde dans la poitrine. Depuis des années, elle avait appris à dominer ses émotions, à contenir la peur dans les gestes du quotidien. Préparer le petit déjeuner de Lucas, vérifier son cartable, marcher jusqu'à l'école, lui dire au revoir avec un sourire mesuré. Mais ce matin-là, chaque geste semblait plus lourd, plus conscient. L'appel de la veille résonnait dans sa tête, un rendez-vous à la direction. Elle ne savait pas si elle allait être déplacée, réprimandée à nouveau, ou simplement ignorée, comme cela lui était déjà arrivé tant de fois par le passé. Elle n'avait aucune attente précise, mais une intuition persistante qu'il ne s'agissait pas d'un entretien ordinaire. Lorsqu'elle entra dans le bâtiment, elle marcha d'un pas mesuré, jusqu'à l'ascenseur. Elle observa les étages défiler, se revoyant nettoyer ses couloirs à l'aube, presque invisibles. Arrivée au 14e étage, elle fut accueillie non par la superviseure, mais par l'assistante personnelle d'Antoine Lefebvre. Ce détail seul suffit à troubler Claire. L'assistante, polie mais distante, l'invita à patienter quelques instants. Claire s'assit dans un fauteuil beige trop rigide, les mains croisées sur les genoux. Elle regardait devant elle, mais son esprit tourbillonnait. Elle repensait à ses nuits de travail, à la salle de réunion où elle s'était assoupie, à la fois unique où elle s'était sentie vue par un supérieur. Puis la porte s'ouvrit et Antoine lui-même l'invita à entrer. Il ne portait pas sa posture habituelle de direction. Il avait retiré sa veste et son ton était plus calme, presque respectueux. Il la salua, lui proposa un siège,
puis s'installa de l'autre côté du bureau, sans barrière physique entre eux. Pendant un instant, aucun mot ne fut échangé. Claire, tendue, attendait. Antoine, lui, semblait chercher la justesse. Il commença par évoquer brièvement la dernière fois où ils s'étaient parlé. Il rappela les mots qu'elle lui avait confiés, la manière dont elle avait raconté sa routine, son fils, ses heures de sommeil fractionnées. Il la remercia à nouveau pour avoir eu le courage de parler. Puis, il posa un dossier devant elle et déclara simplement « Ce que vous m'avez dit a déclenché des changements. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer des décisions qui ont été prises. » Claire ouvrit le dossier avec prudence. Elle découvrit un document de mutation interne. Il ne s'agissait pas d'un blâme ni d'une suspension, mais d'une proposition officielle de changement de poste. Elle le lut plusieurs fois, n'en croyant pas ses yeux. Elle allait être transférée à un poste de jour, au sein du service logistique, avec un contrat renouvelé en interne. Horaire fixe, du lundi au vendredi, de 8h à 16h. Elle bénéficierait d'un salaire ajusté, d'un accès aux congés payés avec les mêmes droits que le personnel administratif et surtout d'un espace de travail stable, identifiable, avec badge nominatif. Elle releva les yeux bouleversée. Antoine ne dit rien pendant quelques secondes. Il lui laissa l'espace pour absorber l'information. Puis il ajouta « Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un geste isolé, c'est une correction. Et c'est une première étape. » Claire essaya de parler, mais sa gorge était nouée. Elle finit par murmurer « Pourquoi moi ?» Antoine répondit, sans détour, « Parce que vous m'avez réveillée, parce que vous avez été la première à me faire comprendre ce que je ne voulais pas voir. » Elle ne savait que penser. Une part d'elle restait méfiante, habituée aux déceptions. Mais devant les papiers, les termes précis, les signatures officielles, elle ne put nier l'évidence. Ce n'était pas une promesse vague, c'était réel, et ce réel lui semblait presque trop grand. Elle se rappela les nuits froides à courir d'un étage à l'autre, les réveils en sursaut pour emmener Lucas à l'école, les douleurs au dos qui ne passaient jamais, les boîtes de médicaments achetées en silence. Elle pensa à chaque matin où elle s'était dit que c'était sans issue. Antoine poursuivit en lui expliquant qu'un plan plus large était en cours. D'autres agents seraient bientôt contactés pour des entretiens similaires. Une révision complète des conditions de travail avait été enclenchée. Il lui demanda, en fin de rendez-vous, si elle accepterait de participer à un groupe de réflexion avec d'autres employés pour partager ses idées, ses observations et contribuer au changement en cours. Claire hocha la tête, encore émue. Elle n'avait jamais pensé qu'un jour, quelqu'un lui demanderait son avis autrement que pour cocher une case. Elle signa les documents, non sans trembler, puis se leva. Antoine la raccompagna jusqu'à la porte, lui tendant une enveloppe avant qu'elle ne parte. Elle la prit, confuse. En sortant du bureau, elle l'ouvrit dans le couloir. À l'intérieur, il y avait un courrier signé confirmant la levée officielle de l'avertissement reçu 2 semaines plus tôt. Elle sentit ses jambes flancher un instant, s'appuya au mur, puis respira profondément. Elle n'aurait plus à porter cette marque silencieuse de faute, cette épée suspendue au-dessus de sa tête. Ce poids, enfin, se détachait. En descendant les étages, elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Ce qu'elle ressentait n'avait pas encore de nom. Ce n'était pas de la joie, pas encore. C'était un soulagement viscéral, profond, accompagné d'une prudence ancrée dans l'habitude. Elle ne sauta pas de bonheur. Elle n'envoya pas de message à ses collègues. Elle garda tout en elle, comme un feu fragile. Elle rentra chez elle sans bruit, ouvrit la porte et trouva Lucas en train de dessiner sur la table du salon. Il leva les yeux vers elle, sourit. Elle s'approcha, s'agenouilla, le prit dans ses bras et resta là longtemps, à sentir son odeur d'enfant, sa chaleur simple. Il lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle répondit « différente ». Il rit, ne comprit pas, et retourna à ses crayons. Ce soir-là, elle ressortit son carnet du tiroir, s'assit sur le canapé et écrivit une nouvelle page. « Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose que je n'avais jamais espéré, une reconnaissance. Je n'ai pas gagné au hasard, j'ai résisté. Et même si je reste fatiguée, ce soir, je suis debout. » Puis elle referma le carnet et alla préparer le dîner, sans se presser, sans peur, pour la première fois depuis des années. Les semaines qui suivirent le changement de poste de Claire furent traversées par un sentiment d'irréalité, mêlé à une vigilance constante. Elle se rendait au travail désormais en plein jour, avec des horaires fixes,
sans avoir à presser le pas dans des rues désertes ou à traverser des couloirs silencieux éclairés au néon. Elle prenait le bus du matin, comme d'autres parents, comme d'autres travailleurs qui n'avaient jamais connu les marges du système. Elle arrivait au bâtiment sans badge d'accès différencié, passait par l'entrée principale, croisait des collègues qui, cette fois, la saluaient. Certains ne connaissaient pas son nom, mais commençaient à lui adresser la parole avec politesse, parfois même avec chaleur. Cela suffisait déjà à ébranler des années de conditionnement à l'invisibilité. Lucas, de son côté, profitait lui aussi de cette nouvelle organisation. Claire pouvait désormais le déposer à l'école et surtout le récupérer. Ce moment-là, le simple fait d'attendre son fils à la sortie, l'avait bouleversée les premières fois. Elle restait debout parmi les autres parents, silencieuse, observant les enfants courir vers leur famille. Et quand Lucas apparaissait, son cartable trop grand sur le dos, ses cheveux en désordre, elle ressentait une gratitude muette qui lui nouait la gorge. Il courait vers elle, la serrait fort, lui demandait ce qu'il mangerait le soir, ce qu'il ferait après les devoirs. Elle pouvait enfin lui répondre avec un soupçon de légèreté dans la voix. Au travail, Claire avait été affectée à la gestion des stocks et au suivi des fournitures pour les espaces communs. Elle apprenait rapidement. Elle découvrait un rythme différent, de nouveaux outils, un autre vocabulaire. Il lui arrivait de douter, de se sentir inférieure, de craindre de ne pas être à la hauteur. Mais à chaque difficulté, un collègue la guidait, un responsable prenait le temps d'expliquer. Elle n'était plus traitée comme une variable d'ajustement, mais comme une personne à part entière. Elle se rendit compte peu à peu que cette transition ne reposait pas seulement sur un changement d'horaire. Elle révélait une transformation bien plus profonde, celle d'un regard porté sur elle et sur les autres comme elle. Antoine Lefebvre, fidèle à sa promesse, poursuivait les réformes internes. Il avait instauré des réunions régulières avec les représentants des employés, y compris les agents techniques et le personnel de nuit encore en activité. Il assistait à ces échanges sans imposer sa voix, prenant des notes, posant des questions précises, sans détour. Les changements étaient concrets. Redistribution des charges de travail, limitation stricte des heures supplémentaires non déclarées, révision des prestations des sociétés extérieures. Un formulaire avait été distribué à tout le personnel, permettant de signaler de manière anonyme les situations problématiques ou les abus de procédure. Parallèlement, un espace de repos avait été aménagé dans chaque étage. Fauteuil confortable, micro-ondes, point d'eau, quelques livres. Cela semblait anodin, mais pour ceux qui travaillaient aux heures mortes, c'était une reconnaissance tangible. Claire y passait parfois quelques minutes, non plus pour se cacher ou s'endormir en cachette, mais simplement pour respirer entre deux tâches, pour écrire quelques mots dans son carnet, ou juste pour regarder la lumière du jour filtrée par les grandes vitres. Elle n'en parlait pas beaucoup. Elle gardait pour elle cette nouvelle normalité, fragile, encore en formation. Lucas remarquait aussi le changement. Il posait des questions, simples et directes, comme les enfants savaient les faire. « Tu travailles plus la nuit? Pourquoi t'es plus fatigué le matin? Pourquoi maintenant on peut manger ensemble tous les jours ?» Claire lui répondait avec des phrases sobres, mais toujours honnêtes. « Parce que quelqu'un a écouté. Parce que j'ai dit ce que je vivais. » Et cette fois, quelqu'un a voulu comprendre. Elle ne faisait pas de grands discours. Elle ne parlait pas de justice sociale ou de dignité retrouvée. Elle parlait de ce qu'elle connaissait. Les heures gagnées avec son fils, les réveils moins douloureux, les repas pris ensemble autour de la table du salon. Certains collègues vinrent lui parler au fil des jours. D'autres agents de nettoyage encore actifs lui posèrent des questions à voix basse. Ils voulaient en savoir si c'était vrai, si on pouvait vraiment sortir de la nuit, obtenir un autre poste, être écouté. Elle répondait avec prudence, sans promettre ce qu'elle ne pouvait garantir, mais elle les encourageait à parler, à écrire, à déposer leurs demandes. Elle leur disait « Je ne suis pas passé devant, je suis passé à travers, et ce n'est pas fini, mais ça commence. » Elle leur expliquait qu'il ne s'agissait pas de chance, mais d'un moment où une faille avait été vue, où quelqu'un au sommet avait décidé de ne plus détourner le regard. Un jour, elle croisa Antoine dans l'ascenseur. Ils échangèrent un salut bref. Pas de conversation formelle, pas de discours. Mais dans ce regard rapide, il y avait une reconnaissance réciproque. Il n'avait pas agi par héroïsme. Elle n'avait pas été sauvée. Ils avaient, à un instant précis, accepté de se voir mutuellement. Et ce simple geste avait suffi à enclencher un processus que ni l'un ni l'autre n'aurait pu provoquer seul. Dans les semaines qui suivirent,
Claire continua d'écrire dans son carnet. Pas chaque jour, pas systématiquement. Parfois, elle notait un détail banal, une odeur, un geste de Lucas, un rire au bureau. Parfois, elle décrivait une fatigue différente, celle du travail normal, prévisible, soutenable. Elle n'effaça pas les pages précédentes. Elle les relisait de temps en temps, non pour se plaindre du passé, mais pour mesurer le chemin parcouru. Elle savait que tout pouvait changer à nouveau, que rien n'était garanti, mais ce qu'elle avait vécu ne pouvait plus lui être retiré. Ni le respect qu'elle avait obtenu, ni la voix qu'elle avait osé porter, ni les instants simples avec son fils retrouvés au creux des soirs tranquilles. Ainsi, sans fanfare, sans bruit, l'entreprise évoluait. Les conversations devenaient un peu plus humaines. Les visages croisés dans les couloirs devenaient un peu moins flous. Il ne s'agissait pas d'une révolution, il s'agissait d'une lente, patiente transformation. Une structure autrefois sourde commençait à entendre. Pas à tout, pas toujours, mais suffisamment pour que des femmes comme Claire n'aient plus à se battre en silence pour exister. Et c'était déjà immense. Quelques mois plus tard, l'hiver avait laissé place à un printemps encore hésitant. Les matinées étaient plus claires. Les arbres autour de l'école de Lucas commençaient à verdir, et l'air semblait un peu plus léger. Claire, désormais bien installée dans ses nouvelles fonctions, vivait un rythme qui lui paraissait encore parfois irréel. Elle ne comptait plus les heures de sommeil volées. Elle n'avait plus besoin de calculer chaque minute pour savoir si elle aurait le temps de cuisiner ou de répondre à une question de son fils sans courir. Elle n'était pas devenue riche. Sa vie n'était pas spectaculaire, mais elle avait retrouvé une forme de stabilité qu'elle n'osait même plus espérer l'année précédente. Lucas grandissait. Il parlait davantage, posait des questions plus précises, écoutait avec une attention nouvelle. Un soir de mai, alors que le ciel commençait à peine à s'assombrir, Claire était assise à la table du salon, carnet ouvert, stylo en main. Lucas, sur le tapis, jouait avec ses petites voitures. Elle leva les yeux vers lui et le regarda quelques secondes en silence. Puis, doucement, elle commença à écrire. « Mon Lucas, tu m'as souvent vue fatiguée, inquiète, parfois même silencieuse. Tu m'as vu partir quand il faisait encore nuit. Tu m'as vu rentrer quand tu allais déjà à l'école. Il y a des choses que je n'ai jamais su comment t'expliquer, des mots que je n'ai pas prononcés, parce que je voulais te protéger. Mais ce soir, je veux te raconter comment tout a changé. » Elle fit une pause, inspira, puis continua. « Il y a quelques mois, j'ai fermé les yeux 5 minutes sur une chaise. 5 minutes seulement. Mon corps n'en pouvait plus. Ce n'était pas un choix, c'était un effondrement. Je me suis assoupi au mauvais endroit, au mauvais moment. Et je pensais que ce geste allait tout détruire. Mais au contraire, ce sont ces 5 minutes qui ont tout déclenché. » Elle se souvenait de ce soir comme d'un rêve ancien. Le fauteuil en cuir, le silence dans la salle de réunion, le bruit diffus de la pluie contre les vitres, et cette paix étrange qui l'avait saisie juste avant que le sommeil ne l'emporte. Elle ne savait pas encore que quelqu'un la verrait. Elle ne pouvait pas deviner que cette scène ordinaire allait fissurer un mur de silence. Elle écrivit encore, d'un geste lent mais déterminé. « Un homme m'a vu, pas comme on observe une faute, mais comme on regarde quelqu'un pour la première fois. Il a compris ce que je vivais. Il ne m'a pas accusé. Il a écouté. Et il a agi. Je ne l'attendais pas. Je ne lui demandais rien. Mais il a changé des choses. Pas seulement pour moi, pour d'autres aussi. » Claire se souvenait des réunions, des échanges, des regards différents dans les couloirs. Elle se souvenait de cette sensation nouvelle de marcher sans baisser les yeux. Elle n'était pas devenue le centre de quoi que ce soit, mais elle avait été le point de départ d'une dynamique qu'elle ne contrôlait pas, mais à laquelle elle avait participé, avec sa fatigue comme unique étendard. « Je travaille encore. Je me lève tôt. Je cours parfois. Mais je dîne avec toi tous les soirs. Je t'écoute me raconter ta journée. Je lis des histoires sans m'endormir avant la fin. Je peux t'emmener à l'école et venir te chercher. Je suis encore fatigué, souvent. Mais ce n'est plus la même fatigue. Ce n'est plus celle qui abîme. » Lucas vint s'asseoir à côté d'elle. Il posa la tête sur son épaule, sans dire un mot. Claire referma doucement le carnet, le serra contre elle, puis le posa sur la table. Elle passa une main dans les cheveux de son fils, sentit son souffle régulier, sa chaleur contre son bras. C'était un moment simple. Un instant que personne ne verrait, que personne ne raconterait. Mais c'était là que tout prenait sens. Antoine Lefebvre, de son côté, continuait à travailler dans l'ombre des réformes.
Il ne s'était pas transformé en leader charismatique ni en porte-drapeau de justice sociale. Mais son attitude avait changé. Il parlait moins en réunion, écoutait plus. Il descendait parfois dans les étages inférieurs, pas pour inspecter, mais pour voir, pour comprendre. Il connaissait désormais les prénoms de plusieurs agents, prenait de leurs nouvelles, posait des questions simples. Il n'avait pas résolu tous les problèmes. Certains dossiers traînaient, certaines résistances internes persistaient. Mais une dynamique était en cours, et il s'y tenait. Il repensait parfois à la première fois où il avait vu Claire, endormie, fragile, isolée. Il se rappelait ce carnet, les mots pour Lucas. Il se souvenait du sentiment étrange d'avoir été confronté à une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Il savait qu'il ne réparerait pas tout, mais il savait aussi qu'il ne refermerait plus jamais les yeux. Dans les mois suivants, d'autres employés purent bénéficier d'aménagements. Certains postes de nuit furent supprimés, d'autres réorganisés. L'entreprise mit en place une cellule permanente de médiation et un budget spécifique pour améliorer les conditions de travail des fonctions dites non stratégiques. Une terminologie nouvelle fut adoptée. On ne parlait plus de petits postes, mais de fonctions essentielles. Ce n'était pas un effet de style, c'était une manière de rappeler à chacun ce que Claire avait incarné, sans le vouloir, la base invisible sur laquelle tout reposait. Et Claire, chaque soir, continuait d'écrire. Pas pour être lue, pas pour témoigner, mais parce qu'elle savait que les mots restaient même quand tout vacille, et que parfois, un simple sommeil peut réveiller un monde entier.